Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le thème de la formation des opérateurs. Et je dirais, c'est pas la formation au sens large des opérateurs, c'est vraiment la formation vraiment plutôt côté production. C'est comment, grâce aux outils, je dirais, de l'usine du futur, on peut améliorer la compression, enfin la compréhension sur des process de montage, comment on peut gagner en rapidité sur sur de l'exécution, comment on peut produire directement du premier coup, comment on peut former ne serait-ce que des intérimaires sur un poste sans avoir, je dirais, à sortir un opérateur compétent de son activité et donc du coup faire prendre du retard parce qu'on prend des opérateurs. Enfin, voilà, tous les sujets que vous posez, enfin les questions que vous posez au quotidien. Donc, pour ça, du coup, on va avoir 3 intervenants aujourd'hui. On va avoir, du coup, SpeechMe d'un côté, Clarté de l'autre et Synergies. Bah, je t'ai perdu. Toi, tu es là. Voilà. Et Synergies qui est là. Voilà. On commence par qui vous voulez. J'ai pas de préférence. On va peut-être faire honneur aux dames à ce moment-là. Et comme ça, Elodie, si tu veux. Une petite faveur à vous demander, c'est Voilà. ma direct à Juste, faire, donc je préfère passer à la fin du coup. à la fin, ok, ça marche, on fait ça. Alors du coup, on va commencer avec Alban, alors à ce moment-là. Parce que je fais dans l'ordre de mes caméras. Donc du coup, voilà. Juste avant que tu commences, je voudrais juste préciser un détail. Du coup, je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'actif. Alors n'hésitez pas soit à poser vos questions directement dans le chat si vous voulez. Comme ça, on les verra passer et puis ce sera quelque chose. Enfin, l'objectif, c'est vraiment que ce soit dynamique. Hein. On n'est pas là pour écouter. Enfin, sinon, moi, je pose mon casque et puis je mets le haut-parleur et puis je vais faire autre chose en même temps, quoi. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, voilà, c'est vraiment de déterminer tout un maximum de sujets pour vraiment que vous puissiez, vous repartiez de là avec toutes les réponses pour pouvoir passer le cap demain, quoi. Donc, ou le passer le cap, ou en tout cas, si vous ne devez pas le passer, savoir pourquoi. Donc voilà. Donc, l'idée, du coup, tu as Alban, je te laisse la parole, on va te passer la main. Hop. Donc moi, je suis Clarté, je suis conseiller technologique en réalité augmentée, réalité virtuelle. Clarté, on a un organisme de R&D sur ces technologies immersives et on en fait donc de la réalité virtuelle depuis 98, de la réalité augmentée depuis 2008 et de l'intelligence artificielle liée à ces deux technos depuis 2018. On travaille pour les PME, les grands groupes. On fait de la POC, du test de faisabilité, du conseil, de l'accompagnement, des études de benchmark. Ah, pourquoi mon écran est parti? Partager, hop. C'est revenu, c'est bon. Des études de veille, de benchmark, et puis voilà, on n'a pas de produit sur étagère, donc si un produit est commercialisable, on le transfère. Ok. Ok, donc pour les technologies, pour revenir un peu sur les définitions, réalité virtuelle, on est dans un univers qui est recréé par informatique et dans lequel on ajoute de l'interaction pour pouvoir évoluer dedans, pour pouvoir sélectionner des éléments, des objets et pour pouvoir déclencher des actions. Donc si on a toutes ces conditions qui sont réunies, on est dans la réalité virtuelle. Pour faire de la réalité virtuelle, on a 2 types de dispositifs pour pouvoir afficher ou réaliser une expérience. Les salles immersives qu'on appelle des caves, des murs, des catwalks, et on a des casques de réalité virtuelle qui, pour le grand public, sont apparus en 2014-2015, donc type HTC Vive et Oculus Rift, par exemple. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a une grande gamme de familles de casques. Donc, on va dire, il y a les casques historiques qu'on appelle outside-in, qui sont liés à la carte graphique d'un PC, qui ont besoin d'un PC, d'une carte de graphique pour avoir de la puissance de calcul et pour afficher en bonne résolution sur l'écran du casque. On a des très hautes résolutions, donc 4, 5, 8, voire 12K, qui peuvent être affichés sur ces casques. Après, ces casques les prix peuvent atteindre 6-10 000 euros et sans compter du PC qu'on va devoir avoir pour faire fonctionner ces casques. Et après, on a les inside out.
C'est-à-dire que le système de tracking ne nécessite plus de caméra externe comme on a sur les anciens casques, enfin sur la gamme, la première gamme. Les caméras de tracking sont à l'intérieur du casque. Ils sont un peu moins précis, mais ça s'améliore. Et enfin, on a une dernière gamme qui est apparue en 2018-2019. C'est les casques autonomes qui ne nécessitent plus de PC, qui sont à un tarif moindre, mais qui ont par essence moins de puissance de calcul, puisque c'est la puce équivalente d'un smartphone, et puis mais qui peuvent être quand même reliés à un PC pour certains. Donc voilà, on fait chuter le prix des casques. On peut avoir des systèmes qui vont permettre des interactions, donc pour se déplacer ou pour saisir des objets, comme je disais, donc des contrôleurs, mais on va pouvoir mettre en jeu aussi d'autres sens, donc par exemple des retours haptiques, donc pouvoir avoir le retour, par exemple si je suis dans une formation avec une clé et je veux avoir la sensation de retour de la clé quand je suis en train de jouer sur un boulon, et donc on peut l'avoir avec des systèmes de retour de force, ou pour le scalpel d'un chirurgien qui est en train de réaliser une formation. Et puis enfin, on peut avoir le contact avec des capteurs qui vont pouvoir, par exemple, ici, gonfler des petits coussinets qui vont être en Wi-Fi et donner la sensation d'aller au contact d'un tableau de bord si je suis en train de designer une voiture, par exemple. Et puis après, on va pouvoir mettre du son spatial, mettre en activité d'autres sens, pardon. Donc comme le son, et puis après, on va pouvoir mettre en jeu les déplacements. Alors c'est plutôt de la R&D, mais on peut mettre, par exemple, pour l'olfactif, des parfums. On peut diffuser des parfums en fonction des interactions. Donc ça, c'est pour les interactions. Donc là, j'ai parlé de la réalité virtuelle. À contrario, la réalité augmentée, on est dans un univers qui est le monde réel et on va donner de l'information à l'opérateur, à la personne qui est émergée, complémentaire, supplémentaire pour l'aider, pour l'assister. Et donc, cette information supplémentaire, cette amplification, c'est pour ça qu'on va parler de réalité augmentée. Cette information, ça peut être du son, ça peut être de l'image, du texte, ça peut être une vidéo, un tutoriel pour assister l'opérateur. Voilà, elle peut être de tout ordre et elle va être affichée, diffusée donc on a plusieurs types de devices. On a les casques ou lunettes de réalité augmentée. Là, on est sur le plus perfectionné. Hein. C'est un casque Microsoft HoloLens. On va, je pense, en parler tout à l'heure avec Synergies, qui a un PC embarqué. Mais on peut utiliser des lunettes qui sont moindres, qui vont être peut-être directement connectés à un PC, donc ils vont pas utiliser la puissance de calcul d'un autre PC. On va pouvoir utiliser des smartphones et des tablettes. Là, le retour visuel, il n'est pas dans les lunettes, mais il est sur la tablette. Donc là, on va pouvoir afficher en supplément du réel une information complémentaire. Là, on a une image de 3D d'un compteur électrique. Voilà, qui va aider à la formation. Et puis, ça peut être, dernier cas, un projecteur où on va projeter sur l'environnement réel une information toujours complémentaire et qui va l'aider soit dans la formation, soit, là, le cas présent, c'est dans du contrôle qualité. Dans toutes ces technologies immersives, ce dont on va avoir besoin, ça va être de contenu 3D. Donc, ça va pouvoir venir via de l'acquisition de nuages de points. Ça va peut-être être de l'infographie 3D. Ça sera sûrement du dessin industriel, de la CAO. Et ça peut être le cas échéant de la photo, vidéo 360. Selon les budgets aussi. Je vais vous dire un peu pourquoi ces technologies vont entrer de plus en plus dans la formation des opérateurs, mais de manière générale dans la formation des employés dans l'entreprise. Donc, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir des déploiements massifs de ces technologies. Là, par exemple, c'est le cas de Walmart qui, depuis
c'est un contrat qui a pris il y a 2 ans, où ils ont acheté 17 000 Oculus pour former leurs employés. Donc l'Oculus, c'est l'Oculus Go. Bah, c'est un casque qui est plus diffusé aujourd'hui. Ça va très vite. C'est un casque qui permet de bien afficher de la photo, de la vidéo 360, qui coûtait une centaine de dollars et qui permettait notamment de faire des formations très rapides sur des budgets très faibles. C'est-à-dire qu'on faisait de la captation vidéo 360. C'est quoi l'univers, le monde d'un employé de Walmart, et on pouvait l'immerger tout de suite. On n'avait pas besoin d'avoir de salle de formation, on n'avait pas besoin de formateur. C'était parfait pour les newcomers, pour les nouveaux entrants dans une entreprise, se faire l'idée de ce qu'était ce travail. Et donc voilà, les déploiements massifs, c'est aussi dans le monde de l'éducation, c'est pas que pour les employés. Là, on a des casques HTC Vive. Bon, ils ont tous des PC liés avec. Et on est en Chine, on est à Taïwan, qui est le pays d'origine de ce casque, de cette marque. On a également un déploiement massif qui a commencé en réalité augmentée sur les casques HoloLens avec l'armée américaine. On parle d'un contrat de près de 500 millions d'euros, avec la possibilité, eux aussi, de pouvoir en plus entre guillemets triturer l'équipement. Donc on n'a pas une idée précise de combien leur coûtent les lunettes, mais bon, de base les lunettes coûtaient entre 3 500 et 5 000 euros, et puis eux ils vont pouvoir le customiser en fonction de leurs besoins et des capteurs qu'ils veulent embarquer sur ce genre de dispositif. Donc là on parle alors ça concerne les grands groupes, mais ça arrive très vite sur des déploiements massifs. J'ai parlé d'une baisse des matériels tout à l'heure, et c'est ce qui va influencer, ce qui rend un peu mainstream, qui rend grand public ce genre de matériel. Là, les Oculus Quest, le modèle 2 qui vient de sortir là, le 1er octobre, il est à partir de 350 euros. Le modèle précédent qui est sorti en mars 2019, il était à 400 euros. Et déjà, on voit que du premier à la deuxième version, il y a un temps très court. Et voilà, ça va engendrer une baisse forte déjà rien que de l'équipement. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne nécessite pas, en tout cas a priori, d'avoir un PC. Donc ça, on gagne sur la place pour réaliser une formation, mais on gagne sur le temps matériel, le temps pour les maintenir ces équipements, pour les connecter, parce que c'est toujours rajouter un périphérique en plus, c'est toujours l'occasion de planter une formation. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va rendre un peu mainstream, grand public, ces formations. On va pouvoir faire des formations en mode collaboratif, c'est-à-dire plusieurs casques connectés en même temps pour la même formation. Donc ça va être utile pour avoir un formateur, un élève, ou 2 élèves sur une tâche, mais en mode collaboratif. On va pouvoir, et ça c'est important, c'est que on peut traquer les gestes de l'utilisateur. Donc ça c'est très pratique pour avoir la bonne trajectoire pour réaliser un bon geste. Ça va être de pouvoir avoir des capteurs connectés qui vont être utiles pour savoir si par exemple, alors c'est très utilisé pour les soft skills, hein, pour tout ce qui va être autre que l'apprentissage d'un bon geste ou d'une procédure ou d'un process. C'est très utile pour savoir, par exemple, si j'ai peur, je suis en train de faire une certification électrique, j'ai peur d'approcher de l'armoire électrique. Et ça, on va pouvoir l'avoir comme information, et on va pouvoir la déjouer, la démystifier, essayer de diminuer l'appréhension de l'élève sur ce type de formation. Donc ça, c'est important parce qu'on les utilise. On va pouvoir utiliser des grandes surfaces. Avant, on utilisait du 2, 3 par 3, 3 mètres, des zones de 3 mètres, et on se déplaçait sur ces zones de 3 mètres. On pouvait alors se déporter ou avec un contrôleur déplacer la personne sur une zone de 10 mètres, par exemple sur un site industriel. On est sur un site industriel d'un grand groupe qui fait du pétrolier, et
l'usine, elle fait 100, 150 mètres de long, enfin au moins un module de l'usine. Et donc là, on va pouvoir avoir des zones qui peuvent faire déjà jusqu'à 100 mètres carrés où on va pouvoir traquer les casques. Donc ça, c'est de plus en plus important et toujours en mode collaboratif. On va pouvoir, là, comme on le voit sur allier à la fois le virtuel et le monde réel dans le même univers. Donc, c'est très, très pratique pour immerger les utilisateurs et qui n'aient pas que l'impression d'être dans un environnement réel, mais avoir des zones de collision avec le réel et pouvoir justement contextualiser tout ça. Et enfin, on va pouvoir avoir des retours, c'est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des retours de force, des retours haptiques, des indicateurs sur le corps, à travers les autres sens. Voilà, je voulais vous parler un petit mot sur le ROI. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études scientifiques qui arrivent et qui disent que de manière générale, alors il ne faut pas faire que des formations en réalité virtuelle. Il faut hybrider, il faut mutualiser, il faut faire du présentiel, de la classe, il faut faire du théorique avec un PowerPoint, il faut faire du e-learning et il faut faire du virtuel. Et en faisant tous ces modes pédagogiques, on peut doubler le taux de rétention sur des formations. Donc voilà, c'est un peu donc ça, c'est des retours qu'on a sur des premiers cas d'usage qui ont été faits avec des grands groupes au début, et qui concernent tout type de formation. Pas que le bon geste, pas que du hard skill, mais aussi du soft skill, du comportement sur des process, sur des procédures, donc des choses qui sont un peu étape par étape. Voilà. Et puis nous aussi par exemple sur un cas d'usage qu'on a fait pour quelqu'un qui fait de la peinture industrielle, aussi là où on a des gains et qu'on a pu quantifier, c'est sur le taux d'occupation. Là, on a fait une formation sur la peinture industrielle et là où on a eu des gains, c'est pas que gagner du temps sur les coûts, mais aussi sur les déchets, sur le taux de monopolisation d'un atelier de peinture pour de la formation. Et là, du coup, on avait juste besoin d'une salle avec un PC et un casque, et on ne monopolisait plus pour cette activité de formation l'outil industriel. Et puis, on évitait les déchets de peinture. Voilà. Je ne sais pas si en termes de temps, je suis dans les clous. Après, on est bon. On avait une question de Mélanie sur l'Oculus Quest, mais du coup, on a demandé si c'était le casque autonome. Oui. Voilà. Oui. Alors, c'est le casque autonome de Facebook. Donc, il y a eu une première version en mars 2019, la deuxième version qui est arrivée en octobre 2019. Pour un coût, alors la version de base, elle est à 64 gigas de mémoire. Et elle est à 350 euros à peu près, 400 euros, entre 350 et 400 euros. Ce qui est rien, puisque un casque habituel, c'était, un casque, par exemple un casque HTC, c'est entre 400 et 700 euros, plus le coût d'un PC avec une carte graphique, on compte 1000 à 2000 euros. Voilà. J'en profite du coup, j'ai une question. Nous, on a beaucoup de learning qui sont arrivés qui incluent la réalité virtuelle. Donc, pour pas vous cacher, j'étais avec juste avant nos experts en fait du site du Mans, parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont montées en compétence sur ces sujets-là. Et la question que j'avais ce matin, c'était vis-à-vis de ces learnings, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Donc, c'est des learnings qu'on peut faire soit à partir d'un PC avec une souris, soit les mettre en réalité virtuelle. Pour autant, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est s'il faut vraiment avoir un PC spécifique avec le casque de réalité virtuelle, les contrôleurs, etc. Vu que c'est une application en fait métier qui est disponible pour tout le monde. Et donc, je me disais peut-être que le casque autonome peut nous suffire dans ces cas-là et limiter le coût parce qu'on n'a pas d'achat de PC. Alors, je dirais ça dépend sur quelle est l'application et comment elle a été développée. Si elle peut intégrer une visualisation en casque de réalité virtuelle,
autonome ou couplé à un PC. Et ça, c'est des éléments qu'il faut voir quand on achète l'application ou quand on accède à… aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes, notamment dans le domaine de la prévention des risques. Maintenant, il y a des catalogues en ligne qui existent et qui sont à la fois desktop, donc juste pour un PC, et qui peuvent être après pour un casque autonome ou pour un casque de réalité virtuelle sur un PC, entre guillemets, VR ready. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, je comprends par rapport à aux équipements qu'on a en place. Merci. Voilà, enfin, du coup, il faut être vigilant au démarrage du développement de l'appli. Ouais, n'hésitez pas soit à voir avec un expert, soit voilà, demander conseil. Ouais, la plateforme Clarté exactement. sert aussi à ça, donc du coup, exactement, c'est ça. Voilà. Autour de cette application, c'est-à-dire que si on voulait faire un POC, de toute façon, il faut développer une application un peu à côté, quoi, qui coûte beaucoup plus cher que les 350 €. C'est exactement ça. Hein. Donc voilà, on a les produits sur étagère où on va payer soit des abonnements à l'année, soit juste un outil spécifique. Et puis après, après un outil POC ou un outil spécifique, ça va demander un développement spécifique comme n'importe quelle application au fin de compte. Okay. Après on peut un développement hyper spécifique pour ton cas d'usage à toi et avec ton environnement, avec tout comme tu le veux pour toi. Soit après tu peux utiliser des outils génériques un peu sur étagère que tu adaptes à ton process, etc. Là, par exemple, en photo, vous avez un catalogue de produits qui sont VR ready d'une plateforme en ligne qui est française et qui permet d'accéder. Alors c'est spécialisé sur la gestion des risques, mais a déjà tout un tas de panels d'applications, travail en hauteur, chasse au risque sur un chantier, des trucs assez variés. Donc il y a quand même des choses. Et après, si je veux une formation très spécifique sur l'utilisation d'une machine, c'est sûr que ça va être il faut créer l'outil. Yes. Ça marche. Ça marche. Bon, super. Écoute, merci Grégory. On te garde avec nous, bien sûr. Si jamais quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Hein. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui l'utilisent, donc c'est plutôt bien. Est-ce que Alban, on est bon? Alors, normalement, c'est bon. Merci Grégory de me voir. Simon, est-ce que tu diffuses ou pas? Non, du coup, ça sert à rien de mettre présentateur parce qu'il ne diffuse pas son… tu vois maintenant. Là, ouais, on le voit. Alban m'a envoyé un mail pour me dire que c'était bon normalement, donc je vais laisser. Ok, alors on est bon. Ça marche. Je suis passé à côté de celui-là. Ok, on est bon. Alors là, du coup, on passe sur une autre façon de voir les choses. Parce que du coup, on a deux acteurs sur la partie réalité virtuelle, réalité augmentée. Et donc, du coup, c'est bien qu'on ait Speech au milieu, parce que du coup, c'est une techno qui est encore différente. Donc, ça me paraissait intéressant de vous la proposer. Voilà. Allez, on te laisse, Alban. Ouais, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Juste pour me présenter, Alban Wagnier, je suis responsable commercial chez Speech depuis 3 ans et demi et je m'occupe de tout ce qui est client industriel grand compte et dans le tertiaire aussi pour Speech. Je m'occupe de la relation client. Donc, Speech, c'est quoi? Attends, excuse-moi, juste une demi-seconde parce qu'on a Laurent Felin. Ah, ça y est, il vient d'arriver. Attends. Il n'a plus de micro, il est là, il n'est pas là. Attends. Juste parce que je sais que Laurent, ça va l'intéresser en plus. Okay. Tu es là, Laurent. On va dire que oui. Hein. Allez, on y va. Vas-y. Aujourd'hui, Speech, on a une quarantaine de collaborateurs répartis dans 3 bureaux, entreprises nantaises avec maintenant des bureaux aux États-Unis. On a une centaine de clients à travers le monde entier. Au départ, on était très focalisé sur les acteurs majeurs français. Mais en fait, le fait de dupliquer une bonne pratique d'un site franco-français ou d'un site français à l'étranger, c'est la même chose. Il y a juste la langue qui change. On a fait 2 levées de fonds, ce qui nous a permis de s'implanter sur le marché américain avec des investisseurs français et particulièrement le groupe Pinot. Voilà. Donc sur l'ensemble de nos clients, on a à peu près 700 000 utilisateurs. Un utilisateur, c'est quoi? C'est une personne qui a accès à la plateforme, qui a la possibilité de partager son expertise ou alors de monter en compétence sur certains sujets. Voici un petit panel des différents clients avec lesquels on travaille aujourd'hui. J'imagine que vous connaissez la plupart de ces logos-là, mais ce qui va vous intéresser, c'est plutôt l'utilisation qu'ils en ont. Donc, on a différents cas d'usage qui sont assez variés. Donc, ça, c'est globalement notre force.
c'est de pouvoir balayer des cas d'usage comme l'onboarding de collaborateurs. Donc, vous pouvez mettre en place des parcours de formation avec à l'intérieur des speeches pour des collaborateurs, des postes bien précis. Ça peut être sur des gestes métiers, mais ça peut être aussi sur tous les outils informatiques qu'il va utiliser. Tout ce qui est lié à l'offboarding, des départs de collaborateurs à la retraite dans une autre entreprise. Ils ont une expertise, des compétences bien particulières. Donc, l'idée, c'est de capter tout ça avant qu'ils ne partent à la retraite. Tout ce qui est lié au terrain, aux gestes métiers, aux speechiers, à la sécurité sur site, au matériel de sécurité, aux gestes de qualité, tout ce qui est modes opératoires, digitalisation de process. Voilà, ça, c'est des speeches qui sont monnaie courante chez nos clients. On a de plus en plus de speeches aussi sur des outils informatiques. Comment on utilise tel outil, comment on fait une demande d'achat sur SAP, comment on utilise l'outil, le nouvel outil de note de frais, de prise de congé. Voilà. L'idée, c'est d'informer le collaborateur et qu'il puisse avoir des réponses à ses questions sur son besoin en temps réel, que ça soit un col bleu, un col blanc, peu importe. Et on a plutôt dans le monde bancaire des speeches liés à la formation commerciale. L'idée, c'est de réduire le temps de vente de certains produits plutôt que de regrouper la force commerciale sur des réunions 2-3 mois après. L'idée, c'est de pouvoir partager les nouveaux produits, l'argumentaire du nouveau produit, les nouvelles réglementations, les nouvelles lois assez rapidement à l'ensemble des commerciaux qui sont basés un peu partout en France ou à l'étranger. On a tout ce qui est lié au change. Aujourd'hui, c'est un grand mot, mais on a accompagné par exemple la Société Générale quand ils ont pris des nouveaux locaux. Ils ont changé de la Défense au Val de Fontenay, leur siège social tout simplement. Et c'était le service informatique qui, en amont du déménagement, a mis en place des speeches pour accueillir les collaborateurs dans les locaux. Donc, c'était comment utiliser le réseau, comment se connecter aux imprimantes, comment donner un accès aux invités, comment utiliser les parkings. Voilà, des choses toutes bêtes, mais on était sûr qu'il y allait avoir de nombreuses questions par rapport à tous ces sujets-là. Donc, plutôt que de répondre 150 fois la même réponse, l'idée, c'était de mettre à disposition aux collaborateurs pour qu'ils se forment de façon autonome dans les nouveaux locaux. Donc voilà, pas mal de cas d'usage différents avec des typologies de clients différentes. Voilà. Donc notre solution, c'est quoi? C'est une solution en mode SaaS. Donc le SaaS, c'est du cloud. L'idée, c'est en fait de mettre une sorte de tutothèque où chaque collaborateur peut partager une bonne pratique, une expertise, une compétence, un savoir, un savoir-faire. Voilà, dans un tuto, dans un speech. Et l'idée, c'est qu'une personne qui soit à Hong Kong, à Rio ou à Nantes ait la même information. Voilà. L'entreprise a été créée donc en 2012, un produit qui est commercialisé depuis 2015 et nos fondateurs ont une idée. À titre perso, on a tous cette faculté, un changement de route vélo, on va facilement regarder des tutos. Donc à titre individuel, on est indépendant sur notre manière d'aller chercher une information bien précise. Donc le collaborateur, dans sa vie perso, il le fait. Donc l'idée, c'est que dans l'entreprise, dans le monde du travail, il puisse avoir à disposition la même chose, une sorte de YouTube d'entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui sur YouTube, il y a une centaine d'heures de vidéos qui sont mises en ligne chaque minute. Donc l'idée, c'est de faire la même chose en entreprise, donc avoir une sorte de réseau de savoir interne où chacun peut partager quelque chose. C'est aussi devenu, ces derniers temps, un moyen de collaboration. Donc, depuis quelques mois, on a des nouvelles façons de travailler, télétravail, on peut le voir aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir partager des choses à distance, de pouvoir créer le contenu de façon collaborative. C'est un peu à l'image d'un PowerPoint. Aujourd'hui, vous, en fonction de vos compétences, vous créez les slides 10 à 15, les autres créent le reste. Là, le speech, c'est pareil. On peut forcément avoir différentes versions, comme des PowerPoint, des V1, des V2, des V3, etc. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des clients qui travaillent en 3-8, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, c'est accessible partout et aussi à des collaborateurs qui ont des décalages horaires importants.
On peut forcément diffuser le contenu de façon instantanée, un peu à l'image d'un contenu de photos, de films qu'on partage de ses vacances à ses proches en quelques secondes. On a aussi des workflows de validation possibles, hein, parce que forcément des sujets liés à la qualité, à la sécurité, vous demandez validation du contenu avant qu'il soit partagé à vos collaborateurs. Et c'est accessible forcément par tous et sur tout type de mobile, tablette, ordinateur. On peut lire ou écouter un speech, ça c'est très important, il y a des malentendants. Sur des sites, il y a aussi des écrans sans son, donc il y a des sous-titrages qui sont accessibles. Et aujourd'hui, il n'y a pas de barrière de langue parce qu'aujourd'hui, on sait générer des sous-titres automatiques. Vous faites votre speech en français, on est tous plus à l'aise dans sa langue natale. On a la capacité de générer des sous-titres rapidement dans une trentaine de langues. Voilà. Donc, vous partagez votre expertise dans votre langue et vous avez la possibilité, un Chinois, il aura la possibilité de le lire en mandarin. Voilà. Donc ça, il y a moins de pertes sur le discours et le partage du savoir. 3 briques bien distinctes, l'outil de création, je vais y revenir avec différentes fonctionnalités. Deuxième brique, le partage, à qui je partage mon speech, mon contenu, si c'est un niveau hiérarchique, si c'est un site, si c'est un pays, voilà, vous choisissez le partage et la diffusion de votre speech. Troisième brique, le tracking, voilà, vous avez à un moment donné envie de valider certains acquis de vos collaborateurs, vous êtes en mesure de regarder combien il a eu un quiz, combien de temps il est resté sur le speech, etc. L'idée, c'est d'avoir des datas, un ROI aussi, avec nos clients. Donc, sur la partie outils de création de capture, on a différentes fonctionnalités, possibilité d'enregistrer sa webcam, faire des formations PowerPoint à distance, d'enregistrer son écran. Voilà, vous avez un outil informatique, un nouvel outil, un CRM, et vous êtes en mesure d'enregistrer comment on l'utilise. On peut réutiliser des vidéos que vous avez, on peut forcément créer son speech sur son téléphone. On a des outils de slide et de texte accessibles à tous. Hein. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas en mesure d'utiliser les PowerPoint, les Word. Donc, on a des outils très simples. Dans un speech, on peut aussi ajouter des quiz, des sondages, des enquêtes, voilà, pour avoir certaines infos. Sur la partie vidéo, on peut couper la vidéo. Vous avez une vidéo de la com qui dure 10 minutes. On est capable de le séquencer, de la couper et de mettre 10 chapitres d'1 minute. On peut ajouter des annotations sur la vidéo, du texte, des liens pour envoyer vos collaborateurs sur un site web, des photos. On est en mesure de supprimer la voix sur le terrain s'il y a du bruit et de réenregistrer par-dessus pour adapter le discours. Les sous-titres, j'en ai déjà parlé. Et on a la possibilité aussi de lire le speech en mode offline. C'est-à-dire que même sans réseau, vous êtes en mesure, comme une série, de regarder et de lire votre contenu. On a une synchronisation aussi avec un double écran, avec de la vidéo et un PowerPoint pour avoir différents médias à l'intérieur du speech. Dernière chose aussi, on a un speech, chaque speech a un QR code. Donc c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de papier sur certains sites, donc l'idée c'est d'enlever le papier sur les sites et tout ce qui est procès manuel d'utilisation de machine, on digitalise tout ça sur une machine. Vous arrivez avec votre téléphone, votre tablette, vous mettez un QR code un peu à l'image de Google, hein, vous arrivez, vous souhaitez un speech sur la sécurité et vous avez l'ensemble des speeches où le mot sécurité apparaît. Voilà. 2 slides encore, il me reste quelques minutes. Je parle beaucoup de speech, c'est quoi pour nous un speech? C'est très court, c'est efficace, on conseille de ne pas dépasser 10 minutes. Parce qu'on sait qu'il y a une perte d'attention des collaborateurs au bout de la 7e minute hein, sur les contenus, sur des PowerPoint. Donc, on essaye de chapitrer le speech. Donc là, vous avez une petite image d'un chapitre de speech chez Coca-Cola. Le collaborateur sur la chaîne, s'il a une question sur la bouchonneuse, en 37 secondes, il a la réponse à sa question. Donc, l'avantage du chapitrage, c'est qu'on peut avoir des sujets assez courts, de 10 secondes à 2 minutes, et d'avoir accès à l'information dont on a besoin assez rapidement. Dans les chapitrages, on peut mettre différents types de médias, hein, j'en ai parlé, hein, mais de la vidéo, des PowerPoint, des quiz, des sondages, des enquêtes. Pourquoi la vidéo est importante et est essentielle dans les speeches? C'est qu'aujourd'hui, la vidéo, on en voit partout, hein, les réseaux pro, perso, il y en a partout, et c'est un média que n'importe quelle génération aime utiliser. C'est plutôt des contenus sur le terrain, c'est maîtrisé parce que c'est plutôt des apprenants, des experts qui partagent leur expertise.
Et c'est valorisant pour les collaborateurs parce qu'il y a une reconnaissance de leur travail, de leur savoir, de leur savoir-faire. Donc, ils sont contents de se mettre en avant. Et c'est aussi du partage entre pairs. Voilà. Parce que c'est quand même mieux d'avoir un vocabulaire adapté. Voilà, un opérateur terrain, forcément, aime bien écouter ce qu'un autre opérateur d'un autre site puisse partager directement sur la plateforme. Dernière chose aujourd'hui, les avantages, hein, j'en ai rapidement parlé, hein, mais c'est de pouvoir, forcément, on respecte les standards de sécurité IT des différents groupes avec lesquels on travaille. Hein, c'est hyper important, de les challenger de plus en plus. Un meilleur contrôle du temps, accessible tout le temps, donc pouvoir se former à votre rythme de manière autonome, s'informer aussi. Hein. Tout à l'heure, je parlais des collaborateurs qui arrivaient, mais on est tous pareils. De temps en temps, on se pose des questions sur certains sujets. Un outil qu'on n'a pas utilisé depuis 6 mois, et ben on se dit c'est quand même bien d'avoir des petites piqûres de rappel de temps en temps. Le chapitrage permet aussi de contrôler, d'avoir un meilleur contrôle de l'information émise, pouvoir structurer son propos. Et aujourd'hui, le respect des temps des autres, hein, le télétravail, on sait que de temps en temps, il peut y avoir quelques déviances. Au bureau aussi, il y en avait dans des open space, hein, d'être dérangé régulièrement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir suivre directement les speeches, pouvoir monter en compétence, avoir accès aux infos dont on a besoin. Voilà, j'ai essayé, ça fait 14 minutes. On avait 15 minutes. Parfait, merci Alban. Et du coup, il y a Eric Robillard qui se propose de faire un petit témoignage sur le sujet parce qu'eux, ils ont utilisé SpeechMe. Ouais, voilà. Super. Ben, super. Et merci. Bonjour Alban. Ouais, Je vais autant en partager un peu parce que donc on a essayé cet outil-là. Moi, c'est un outil que je trouve génial. C'est vraiment super. Donc moi, j'ai formé un opérateur. Au bout d'une heure, il était autonome, quoi. Il faisait ses vidéos, ses montages et tout. Ça s'est plutôt bien passé dans le sens où la vidéo du premier coup, elle était bonne. Donc ça, c'est toujours le risque, hein, c'est de passer un temps fou à faire et refaire les vidéos. Mais ça s'est plutôt vachement bien passé. L'outil, alors il est très simple. Donc souvent on peste un peu en disant ah, ce serait bien de pouvoir faire ça et ça. Et en fait, l'avantage d'être très simple, c'est que la formation, elle est très rapide, quoi. Je veux dire, en 1 heure, le gars, il savait tout faire, quoi. Il savait, et vraiment, ça, c'est vraiment une puissance qui est sensationnelle. Alors, pourquoi on n'a pas continué? Eh ben, parce que c'est quand même pas donné. C'est-à-dire que si vous faites que 10 vidéos avec, le prix à la vidéo, c'est quand même élevé. Et donc, quand j'ai questionné un peu autour de moi, bah, tout le monde était intéressé pour regarder les vidéos, mais personne pour les faire, quoi. Et le pire étant la direction informatique qui a dû même me dire il n'y a pas de besoin, alors que c'est tous les jours, on ne sait pas se servir de, enfin, j'en sais rien, comment je fais sur SAP pour faire tel truc, et ben là la vidéo elle vous renseigne. Et c'est vrai que l'aspect dynamique il est vraiment bien par rapport à des PowerPoint. On voit la souris se déplacer sur l'écran, on voit bien où les gens cliquent. Alors sur un PowerPoint, il faut faire des slides et des slides pour expliquer comment faire le truc, quoi. Ah bah, clairement. Voilà, c'est un bon outil, mais faut trouver des gens pour faire des vidéos, quoi. Donc en prod, ça aurait été pesable, mais dans les métiers support, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, si vous voulez rentabiliser le truc, il faut quand même en faire quelques-unes, quoi. Sinon, si on en avait que 10, ben, c'est pas très loin, quoi. Donc, faut prendre le temps. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment super simple et le chapitrage, c'est super, quoi, parce que en fait, vous faites une première vidéo, on va introduire, on explique pourquoi on fait ça, et après, ben, vous pouvez aller directement à l'endroit qui vous intéresse, parce que en fait, c'est comme ça que vous avez été formé, donc vous savez où retrouver l'info. Et vous allez regarder le paragraphe qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la vidéo, comme ça peut être le cas sur YouTube. Enfin, moi, je fais beaucoup d'informatique et il y a ça sur YouTube et des vidéos de 10 minutes où en fait, il n'y a qu'une minute d'intéressante. On passe un certain temps à chercher l'info. Donc voilà, moi, je suis super content de cet outil-là. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de support chez nous pour essayer, au moins sur quelques mois, quoi, ou une année, pour se rendre compte, quoi. Mais bon, si vous avez l'occasion, faites l'essai. C'est assez démonstratif, quoi. On fait un essai, on est convaincu. Merci Eric, en tout cas, pour ce témoignage. Non, mais c'est un super outil, quoi. C'est vraiment. J'aime bien. Bon, des fois, voilà, on se dit que ça peut remplacer. Enfin, ça peut être un bon accès, je dirais, un bon premier pas pour ceux pour qui, je dirais, la partie casque fait encore peur. Et puis, ouais, c'est pas pareil. voilà, on se dit que ça, on peut le faire tout seul, on peut avancer. On peut le faire tout seul. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que toutes les vidéos, elles sont disponibles à un endroit. Donc, vous n'êtes pas en train de chercher sur votre serveur partout, où est-ce que c'est rangé ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est pas mal aussi. Ouais, ça peut valoriser des opérateurs sur des tâches particulières aussi, etc. Enfin, voilà. SpeechMe propose de faire un essai. Je pense que ça vaut le coup d'essayer parce qu'on ne s'imagine pas l'intérêt de la vidéo, quoi. Moi, j'étais pas très vidéo.
Mais là, par contre, ça m'a vraiment convaincu que c'était vraiment le support intéressant. Ok, alors attends, on a Simon, je sais pas c'était lequel de Simon? Comment l'info arrive, surtout dans les métiers de la maintenance, c'est les collaborateurs qui ont accès à une plateforme, donc en fonction des outils qu'ils ont sur site, ils peuvent avoir accès donc sur des télés, sur leur téléphone, sur des tablettes. Ils se posent une question sur un geste lié à la maintenance. Et ben, ils peuvent se dire, ben voilà, je vais aller sur ma tutothèque, sur ma plateforme, et je vais regarder le speech lié au sujet en question. Voilà. Donc, c'est les collaborateurs qui vont à l'information. Ma question qui font les vidéos. sur le fait dans les métiers de la maintenance, c'est quand on veut faire du service plus particulièrement, il y a la problématique en fait initiale d'identification de la machine. Et je voulais savoir si votre application, par exemple avec des puces NFC ou des QR codes sur la machine, elle était capable de réorienter vers les contenus justement opportuns sur ce type d'équipement. Oui, aujourd'hui, on a des clients qui ont des QR codes sur leur machine et en fonction, alors c'est plutôt sur des manuels d'utilisation de machine. Mais oui, vous avez un QR code et vous flashez le QR code et le speech, les différents speeches liés à la machine en question arrivent à la disposition des collaborateurs. Donc c'est directement envoyé. D'accord, j'ai une dernière question parce qu'en fait j'avais une de vos collègues qui était venue me démarcher pour me proposer une version de SpeechMe gratuite effectivement. Okay. J'avais trouvé ça très bien effectivement, mais c'est sur la problématique de pouvoir faire des jonctions plus complètes avec d'autres outils. Parce que quand on fait de la maintenance, voilà, il y a la partie effectivement du speech et la partie des pièces à changer. Enfin, je veux dire, il y a un environnement 360 qu'on cherche à acquérir. Et la plateforme, elle répondait effectivement sur le partage d'infos et d'expériences, par exemple, techniques. Mais on pouvait pas y associer, par exemple, le devis associé, donc les pièces qu'il fallait changer ou des choses comme ça. Ouais. Alors, vous pouvez rajouter des contenus à l'intérieur des speeches et vous pouvez aussi mettre des liens vers d'autres plateformes. Globalement, ça peut se parler entre plateformes. Ça peut se parler. On peut envoyer des speeches aussi dans une plateforme type LMS, dans un intranet. On peut envoyer des speeches dans des réseaux sociaux d'entreprise. Donc oui, on sait, on a des API possibles entre des plateformes. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Des ERP comme SAP ou etc. Oui. Oui. Je l'ai mis à un moment dans mes slides après. Intégration dans votre système existant, ERP, GMAO, MES, LMS. Voilà, ce type de. D'accord. Ok. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Alban. Merci. C'était. Enfin, oui. De toute façon, on vous mettra à disposition évidemment. Ce type de système, de plateforme. Sur le côté. Après, ça se travaille. Hein, Grégory, c'est pareil. Enfin, n'hésite pas à mettre tes coordonnées dans le chat à côté. Parce que okay. Alors, je ne l'ai pas dit au démarrage, mais en fait, on n'enverra pas les supports en tant que tel. Mais on enregistre les meet-up à chaque fois et du coup, vous les retrouverez en replay. On les retrouvera en replay. Oula, attention, parce qu'on a Robocop qui est arrivé parmi nous avec. On t'a reconnu, Lucie, derrière tes lunettes. Du coup, voilà. Elodie. Et du coup, je ne sais pas si tu es prête de ton côté, parce que toi, en plus, on a une action un peu particulière. Oui, alors on va vraiment se mettre en situation. Alors, du coup, on va croiser les doigts pour que la technique suive. Et puis, voilà. Ok, bah écoute, normalement, je ne sais pas si tu es passé présentateur ou pas. Pour l'instant, si. Oui, c'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran? Ouais, nickel. Hop, je vais juste essayer de fermer cette page-là. Hop. Comment je peux le réduire? C'est comme ça. Voilà, parfait. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que du coup, même avec la réalité mixte, on peut faire les choses soi-même aussi. Hein. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent qui sont
assez simple d'utilisation. Voilà, donc du coup, nous, Synergies, nous sommes bien les acteurs de la réalité mixte donc, depuis 2016. Voilà, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure de clarté sur la réalité mixte. Hein. Donc, on est bien sur un outil qui est entre la réalité virtuelle, donc dont on a pu parler tout à l'heure, la réalité augmentée qui est plus axée sur des tablettes, par exemple, où on va, c'est-à-dire rajouter des contenus sur le réel. Et la réalité mixte, c'est un mélange des deux puisque nous allons pouvoir interagir avec le réel. C'est vraiment pour ça qu'on appelle mixte cette nouvelle réalité holographique. Alors, l'outil que nous on utilise, c'est donc HoloLens 2, hein, la version 2 de chez Microsoft qui est sortie toute fin d'année 2019. Donc, ce qui nous permet, voilà, hein, comme on peut le voir sur la petite séquence-là, de vraiment avoir les mains libres, d'être disponible sur notre outil de travail et d'apprendre, je dirais, via l'outil directement avec du contenu qui s'affiche par-dessus, ancré sur l'outil réel, ou alors avec voilà, des systèmes d'interface qui viennent ajouter de l'information dans le champ de vision de l'opérateur ou de l'utilisateur. Alors aujourd'hui, ce qui est important sur la partie formation, qu'on a souvent un peu de mal à mettre en place, c'est vraiment la possibilité de renforcer l'autonomie avec un apprentissage, je dirais, pratique. Les enjeux d'une formation aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir, là je vous ai mis une petite source d'une étude qui a été publiée en 2019 avec la capacité de rétention de l'information dans une population, donc là c'était des étudiants, hein. Donc on voit que un cours magistral par exemple, il va avoir très peu, en dessous de 10 de taux de rétention d'information pour l'étudiant. Une lecture, on augmente, de l'audiovisuel, on augmente encore plus à 20%, la démonstration, on va augmenter à 30%, les discussions, échanges donc autour d'une formation d'un outil, c'est 50%, et dès qu'on passe sur de la pratique, voilà, on est plutôt autour des 75%. Donc, ce qui est important dans les enjeux de transcrire l'information et d'avoir une formation qui est bien prise en compte et appréciée par les collaborateurs, les opérateurs, c'est vraiment de pouvoir les responsabiliser, de leur proposer du contenu et de pouvoir, bien sûr, ancrer et utiliser, pratiquer tout ça ensemble. Donc, c'est ce que la réalité mixte peut nous proposer. Hein. Donc, on a vu tout à l'heure, hein, elle va nous donner une fusion du monde réel et du virtuel. Ça va être un attracteur puissant, surtout sur les jeunes générations. Une opération sans couture, c'est-à-dire que voilà, on peut la travailler en interne sans avoir besoin voilà, d'autres actions. Tout ça est vraiment facile à mettre en œuvre. Et puis des diversifications de supports importantes, donc de l'image, de la vidéo, du 3D, du texte. Voilà. On va pouvoir marier tout ça dans la solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est la solution de chez Microsoft. Donc c'est une solution qui est disponible sur catalogue aujourd'hui. Donc elle est éprouvée par de nombreuses personnes partout dans le monde. Donc c'est vraiment un outil qui est, je dirais, en exploitation aujourd'hui et qui n'est pas du tout en développement, même si, voilà, bien sûr, chaque année, il y a des mises à jour une ou deux fois dans l'année de nouvelles fonctionnalités. Donc, elle fait partie de la solution Dynamics 365 de Guides, cette solution. Donc, elle est applicable sur HoloLens et elle permet vraiment donc, comme on peut le voir sur la petite image à côté, d'ajouter du contenu, de pointer les objets, avec des modèles 3D de venir augmenter la réalité avec un modèle qui se rajoute sur le modèle. Alors, les principales fonctionnalités de Guides, donc c'est la création de contenu pour, bien sûr, je dirais, l'auteur des procédures de formation. Donc avec la création de contenu interactif, donc directement depuis une application disponible sur PC, donc je vous la montrerai tout à l'heure. L'exploitation des contenus se fait par les opérateurs directement sur HoloLens et sur son lieu de travail, sur son, je dirais, atelier et
vraiment positionné sur la machine sur laquelle il a besoin de monter en compétence. Et le troisième volet qui est important aussi à mettre en avant au niveau des fonctionnalités, c'est la partie statistique, puisque aujourd'hui, donc on peut via un module qui se rajoute donc avec Guides, de faire de l'analyse de données sur les différents guides et donc formations qu'on a déployées, par exemple au sein d'une équipe ou au sein d'une série complète de fabrication. Alors, le processus, donc, pour le formateur, ça va être la création de guides sur PC dans un premier temps. Ensuite, le positionnement des hologrammes donc sur son réel, c'est-à-dire sur l'outil dont il veut créer la procédure. Et ensuite, l'apprenant, donc le stagiaire, lui, va venir dérouler le guide seulement avec HoloLens, donc il n'a pas besoin d'intervenir sur PC. Hein, le guide est directement disponible sur la paire de HoloLens, sur un compte apprenant ou opérant. Et ensuite, le formateur, les managers, mais aussi les apprenants peuvent revenir voilà, sur la partie analyse pour pouvoir en tirer des conclusions, revoir les points qui ont été importants peut-être un peu problématiques pour la personne. Enfin voilà, vraiment faire une analyse de l'expérience et de la formation un peu plus dans le détail. Donc les bénéfices, donc c'est une rapidité de mise en œuvre. Hein, vous allez voir, c'est tout de suite déployable sur PC et HoloLens. Les mises en position opérationnelles, hein, donc on va vraiment se mettre sur le réel. On a un fonctionnement qui est autonome, bien entendu. Voilà, HoloLens, c'est les mains libres. Il suffit juste d'avoir du Wi-Fi pour que ça fonctionne. Et bien sûr, les bénéfices aussi sur la partie optimisation, amélioration continue qu'on pourrait avoir dans les processus. Donc, je vais passer maintenant à la démo, si je peux vous partager mon écran. Donc, je vais essayer de repartager celui-ci. Il faut que je fasse partager autre chose. Voilà. Et donc, on va essayer de passer sur la partie animation maintenant, en espérant que tout fonctionne bien pour moi au niveau du Wi-Fi. Oui, voilà. oui, tout. Oui, là j'avais de problème avec la technique. Du coup, là, je vais faire arrêter mon partage pour un premier temps, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Hop, je vais revenir. Le temps que est-ce que tu veux qu'on te soulage d'une ou deux minutes le temps que tu te cales parce qu'on a Laurent Felin de chez Bretagne Atelier qui lui utilise cette solution et peut-être qu'il peut nous faire un petit retour le temps que tu te cales techniquement et puis comme ça pas de stress. Voilà. Alors, te laisse du coup Laurent. Oui, alors donc merci, bonjour à tous. Effectivement, donc nous on a pris donc les trois paires de HoloLens il y a de ça environ une quinzaine de jours, à la fois pour Remote Assist et pour Guides. La solution Guides, on n'a pas encore mise en œuvre parce que c'est un petit peu juste. Là, on est en pleine préparation d'audit, on n'a pas eu le temps de pratiquer. Toi, tu as eu le temps de jouer un peu. Ah oui, oui. Alors moi, par contre, même à titre personnel, j'ai eu le temps de jouer et de pratiquer l'outil en lui-même, donc les HoloLens. Après, l'applicatif, je l'ai pas encore pratiqué, mais on va le pratiquer, je pense, assez prochainement. En ce qui concerne l'outil, c'est, enfin, je vais pas dire que c'est fabuleux, mais ça nous apporte des vraies perspectives de partage, de travail en collaboration avec des équipes éloignées. C'est un outil qui est très intuitif. Comme je l'avais dit à un moment donné, un gamin de 12 ans, en 15 minutes, il arrive à le manipuler sans souci. Et le seul inconvénient que je puisse trouver, c'est au niveau du Wi-Fi. C'est que le Wi-Fi, ça a du mal à suivre. C'est un peu le problème. Mais c'est juste, voilà, quand vous réfléchissez pour implanter ce type d'outil dans votre environnement en entreprise, faut bien travailler sur la partie Wi-Fi un petit peu en amont, quoi. Une fois que ça c'est fait, l'outil il est vraiment top, hein. Franchement. Donc j'ai essayé à la maison chez moi avec un Wi-Fi correct. C'est fluide. Il n'y a pas besoin de 4 jours de formation. On rentre assez rapidement sur l'utilisation. C'est top. Franchement, rien à redire. Et l'accompagnement, je n'aurais pas lancé des fleurs à Madame Chauveau, mais l'accompagnement de Synergie, il est de qualité. Donc, je suis un client satisfait.
Alors, Très satisfait. je suis merci Laurent. Je vais essayer de vous présenter du coup la version PC pour les les opérateurs dans les auteurs pardon qui veulent créer un guide. Hein, donc je vais repartager mon écran tout de suite avec cette partage de cette application. Voilà. Donc là on est en tant qu'auteur sur la création du guide. Donc ça, on charge simplement l'application Microsoft Dynamics 365 Guides et on a la possibilité donc de créer un guide. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai déjà un guide qui a été créé, mais par contre, je peux ajouter moi-même d'autres étapes. Ici, je l'ai fait tout à l'heure, j'ajoute une autre étape sur cette tâche, ajouter une deuxième étape et on vient taper directement dans l'outil, donc assez simplement du texte, et aussi on vient pouvoir ajouter donc des éléments type photo, vidéo, etc. Donc là, par exemple, on le voit sur cette étape 1 qui avait déjà été créée. Donc ça m'ouvre ma bibliothèque de modèles 3D que j'ai téléchargés ou qui sont déjà disponibles sur Guides par défaut, les images que je peux effectivement aussi moi ajouter. Et donc, on vient positionner des clés, des photos, des flèches dont on a besoin pour illustrer notre guide. Et donc là, on construit tranquillement le guide au niveau du PC, hein, assez rapidement. Donc, en quelques heures, on peut faire une procédure, je dirais, qui peut être de montage et démontage d'une petite machine, par exemple. Donc voilà cette procédure assez rapide. Et puis là, je vais vous donc switcher. Donc malheureusement, comme le disait Laurent, le Wi-Fi est important. Et là aujourd'hui, mon Wi-Fi ne veut pas coopérer. Donc je vais vous montrer quand même la partie sur une vidéo que j'ai réalisée au préalable, au cas où ça ne fonctionnait pas. Malheureusement, j'ai pas réussi à vous proposer mieux que ça aujourd'hui. Désolée. Alors, attention, je repartage l'écran et je vais repartager cette vidéo. Voilà. Ce qu'on peut voir, du coup, par contre, en parallèle, c'est que du coup, tes lunettes ne te gênent pas du tout pour travailler, même sans avoir… J'ai l'application en face de moi par-dessus le PC. Dommage, je ne peux pas faire de Miracast. Miracast qui a été mis à jour sur Windows PC, donc Windows 10, il n'y a pas si longtemps. Et malheureusement, voilà. J'ai peut-être pas fait les bonnes mises à jour sur mon PC et du coup ça marche pas. Donc voilà ce que vous allez pouvoir voir en fait une fois que j'ai créé le guide, par exemple. Là on voit dans la petite vidéo, donc je choisis opérateur au niveau de quel type d'opérant ou stagiaire je veux être, et donc je scanne mon QR code ici et ensuite on a voilà la procédure qui vient s'afficher par-dessus le réel. Donc, on voit, il y a une première étape sur 4. On peut voir directement où on en est sur le guide. Ensuite, on a la possibilité donc d'aller choisir dans les menus les différentes étapes pour y revenir par la suite. Hein. Donc là, on lance par exemple une vidéo. Donc là, ça met en avant Holocase, donc qui est une valise tout en un qu'on met en place, nous, chez Synergis, pour justement déployer sur le terrain 2 paires de HoloLens et une tablette avec un routeur Wi-Fi. Et donc, cette petite procédure-là permet de présenter rapidement la solution. Donc ça, c'est ce qu'on voit à travers les lunettes une fois qu'on a créé le guide. Donc là, je peux avancer. Donc voilà, on voit très bien que le guide est bien ancré, voilà, sur notre device, donc notre machine. On vient positionner le numéro 1. Ici, vous trouvez la tablette. Le numéro 2, ici, vous trouvez donc pour un guide de formation, on pourrait très bien avoir toutes les étapes retranscrites avec les flèches pour lancer donc les étapes les unes par rapport après les autres, et ensuite avoir la possibilité de revenir dessus, de reprendre les séquences sur lesquelles on n'a pas réussi à faire du premier coup, enfin une chose comme ça. Tout est vraiment possible, et ceci les mains libres sur l'outil de travail, quoi. Et ça peut se faire aussi dans une ambiance de production, puisque donc il n'y a pas du tout
de problèmes d'atténuation du bruit extérieur, on peut voilà, utiliser HoloLens assez simplement, même dans un environnement bruyant, parce que donc les deux microphones se trouvent et la partie audio au-dessus vraiment des lunettes, des oreilles pardon, de l'opérateur. Donc il est vraiment autonome sur cette partie et puis pas gêné par le bruit extérieur. Je vais re-switcher maintenant sur ma présentation. Donc, au niveau, hop, on va repartir sur celle-ci. Voilà. Donc, au niveau donc de la méthodologie de déploiement, donc c'est ce qu'on a fait du coup avec Bretagne Atelier. Hein, donc, on peut faire un lancement donc avec une partie création du scénario métier, donc en fonction des besoins du client. On peut aussi faire une partie conception avec lui, donc c'est-à-dire venir sur son terrain avec ses procédures et commencer à les réaliser avec lui, donc et après faire une partie, je dirais, de POC hein, sur une ou deux premières procédures sur lesquelles on va donc la créer pour lui ou la créer avec lui en lui donnant un conseil sur justement l'utilisation des différentes fonctionnalités qui sont disponibles au niveau de l'outil Guide. Donc, et ensuite, on passe en production. Nous, on propose aussi de l'accompagnement et à la fin, à la fin de l'expérience ou de la partie pilote, je dirais, sur le déploiement, on fait un bilan sur les besoins et autres, s'il y a besoin de support par la suite au niveau de aussi bien hardware que software. Pour aller plus loin, je dirais sur la partie formation en termes de réalité mixte. Donc, je vous ai parlé donc de Microsoft Guide qui lui permet un calage d'objets avec un QR code. Hein, donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, le QR code référence une machine et une seule. Et puis du coup, on a la possibilité donc d'ancrer sur la machine toutes les hologrammes, les modèles 3D qu'on veut y rajouter. La version donc, de Studio, qui est un autre logiciel donc là, qui est proposé cette fois-ci par PTC, la suite Vuforia, que certains peuvent connaître. Donc, elle fait vraiment de la reconnaissance d'objets. Donc, si vous êtes constructeur du produit sur lequel vous voulez former les personnes, que vous détenez, je dirais, la CAO, les modèles donc 3D et 2D du produit en question, il est vraiment très bien cet outil Studio parce qu'il va vous permettre, donc, à partir de votre CAO, de la transformer donc, en 3D, d'animer la 3D et de la revenir superposer donc, sur votre réel au niveau de la formation et de faire des séquences pareil avec des étapes animées assez sympathiques. Et puis, on peut aussi effectivement proposer des applications sur mesure, puisque chez Synergis, on fait aussi beaucoup de développement sur mesure en termes de réalité mixte. Voilà pour moi, je vous remercie du coup d'avoir été là ce matin. Il y a différentes solutions, donc on a parlé de HoloLens 2, et puis peut-être pour les personnes qui sont sur des terrains un petit peu plus en mode atelier avec des différents risques ou en extérieur, on a aussi la possibilité de revendre Trimble XR10, là, qui est donc un casque qui intègre un casque de chantier qui intègre une HoloLens 2. Donc, nous, on est revendeur aussi de cette solution depuis cet été. Merci à vous. Je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Mais oui, super, merci beaucoup. On a 2-3 questions, merci. Ouais, merci, c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'avoir en vrai live, mais bon, ça marchait pendant la répète en tout cas. Donc, c'est dommage. Oui, je témoigne, ça marchait pendant la répète. Oui, c'est ça, c'est d'autant plus frustrant, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup quand même, Élodie. On a une question de la part d'Eric qui demande s'il y a des solutions compatibles avec les produits Dassault. Alors, est-ce que peut-être Grégory ou Élodie, Quand les produits Dassault Systèmes, c'est ça, de CO? Là, il y a une phase avec Vulforia, là, par exemple, des produits PTC. On n'a pas le droit à ça, donc est-ce qu'on sait générer des choses avec les produits Dassault? Alors, de manière générale… Le micro est coupé. Hein. Élodie, tu parles toute seule. Voilà. Donc avec la Dassault, on peut, donc si vous êtes équipé avec Katia V5 par exemple, ou voilà, sur la partie CAO, il y a la possibilité effectivement de réutiliser les 3D aussi bien
récupérer du 2D et les 3D, aussi bien dans la suite Vuforia, donc avec l'outil Créo qui va permettre dans un premier temps de repackager votre modèle et après de le mettre dans Studio, ou alors directement avec la solution GAD, d'utiliser des modèles que vous avez réécrits depuis votre outil d'assaut en fait. Ouais. De manière générale, aujourd'hui, il n'y a pas de format standard universel. Chacun a sa CAO. Il y a des fichiers 3D, au final, il y en a énormément. Après, il y a des choix de plateformes, d'éditeurs. C'est un peu multiple. Il y a une démarche qui se fait au niveau de l'immobilier avec le BIM, le format IFC, qui essaye d'agréger un peu des normes, mais pour l'instant, et après, il y a peut-être Android et Google qui essayent de tirer vers des standards, mais qui sont pas les standards de la CAO. Donc, c'est soit on a un outil qui est compatible et qui accepte nos propres fichiers, dans ce cas-là, il faut faire les tests quand même en amont, soit il va falloir adapter sa procédure. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'uniformisation à ce niveau-là. Ce qui peut être fait, donc nous, ce qu'on utilise aujourd'hui au niveau de tous nos clients, donc dans la réalité mixte, on a une solution là, donc de création de contenu ou je dirais plutôt de visuel. Donc, on va aller chercher du coup des contenus issus de différents logiciels de CAO, que ce soit la suite d'assaut ou les autres. Pro Ingénieur, Vuforia, enfin voilà, tous ces différentes suites. Et donc, on a créé donc un outil. Donc là, je vous donne le nom, je dirais en primeur, parce que voilà, il va sortir cette semaine là prochaine. Donc, ça va être Arbor et qui est une solution chez nous, donc de visualisation de contenu, donc qui permet de les visualiser dans le HoloLens et aussi après de les réutiliser donc dans vos guides de formation, par exemple. Voilà, donc à partir de votre 3D issu de votre logiciel à vous de CAO, il y a une moulinette qui se met en place et en quelques clics, on choisit la possibilité de le diffuser sur HoloLens. Par la suite, on a aussi possibilité de diffuser sur tablette, etc. Donc ça, c'est Chinergy. On peut vous proposer un outil aussi avec abonnement, sans souci au niveau de la visualisation des contenus. Voilà. Super. Super. N'hésite pas à mettre tes coordonnées rapidement, Elodie, dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui restent. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont déjà partis. Mais merci. Peut-être que certains qui restent ont des questions. Frédéric, Sophie, Pauline. Ghislain aussi, j'avais pas tout. Non, oui, non. On est bon. Sophie, non, je vous vois. Alors du coup. Non, pas de questions. J'ai eu mes réponses en privé, c'est bon. Vous avez eu vos réponses, ok, ça marche. Ça vous a donné des idées, ça vous a, vous avez découvert des choses. C'est des idées qu'on a déjà, qui nous trottent un petit peu. C'est pour ça que je suis venue à ce meet-up. Donc chez la Croix, évidemment, on a plein de choses, que ce soit la Croix City, la Croix Electronics. On a besoin de réaliser des formations, aussi de ce qui nous intéressait avec Synergy, c'est aussi la partie remote assist qui peut être très intéressante pour pas les opérateurs, mais les installateurs de matériel sur les routes, au bord des routes et qui se retrouvent à devoir poser une question. On va dire que quand il n'y a pas d'image, il y a que le téléphone, parfois c'est dur de dire mais si vous à droite, à gauche, c'est pas évident. Donc ça fait partie aussi les formations en amont, c'est hyper intéressant aussi pour justement tous ces personnes qui seraient à distance. C'est aussi ça qui m'intéresse, c'est le côté des opérateurs qui sont nos fournisseurs quelque part, pas forcément que nos opérateurs à nous, mais les gens les partenaires avec qui on travaille. Voilà, donc je repasserai toutes les infos chez la Croix Electronics et chez la Croix City avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire qui sont vachement intéressantes là-dedans. Ça marche, super. Écoutez, c'est gentil. Frédéric Oh, pardon, j'en ai peut-être coupé un, c'est Ghislain. J'avais Ghislain, pardon. Ghislain, je n'ai pas ma caméra, vous ne voyez pas, je vais lever la main. Alors, j'avais une petite question. Donc, nous, on est à l'Université de Rennes. Moi, j'ai déjà 2 casques qu'on utilise. Ce n'était pas pour les formations au départ, mais mon collègue Yann Massé, là, qui est parti, était aussi intéressé sur un projet pour faire de la formation à partir de systèmes de type HoloLens.
Et donc, Microsoft Guide, c'est une chose, hein, c'est ce que je leur avais indiqué déjà, mais je me demandais, chez Synergies, en termes de temps de développement pour une application spécifique d'une machine-outil. En fait, on va parler d'un cas très concret. On a une machine-outil, une imprimante 3D, je ne sais pas, il faut qu'on arrive à faire un module de formation spécifique sans passer par Guide, pour des raisons X ou Y. Vous savez, je ne sais pas combien de temps de développement il faudrait. Alors après, ça dépend un petit peu voilà, du nombre d'étapes que vous avez souhaité mettre dans dans la procédure. Après, en quelques jours ou voilà, 10 jours peut-être, 3 semaines, un mois, voilà, ça va vraiment dépendre du nombre de fonctionnalités que vous souhaitez mettre au niveau de l'interface. Du coup, de la complexité, quoi. Ouais. Voilà, de la complexité de l'interface. On fait de la sublimation de machines. Hein. Vous pouvez aller voir sur notre site web, donc dans la partie présentation donc des différents projets qu'on a pu réaliser. Donc il y a Série qui fait où c'est une application de sublimation. Donc on a vraiment passé pour les vendeurs de la machine, donc qui utiliseront HoloLens donc chez leurs clients pour vraiment positionner la machine dans l'atelier. Et après, leur donner aussi toute une présentation des différentes fonctionnalités d'une machine de découpe 5 axes. Voilà, donc c'est un fabricant de machines du coup de découpe qui nous a demandé ça. Donc ça, on a mis à peu près un peu plus d'un mois pour réaliser cette application-là, qui n'est pas de la formation. Après, ça va dépendre du détail que vous avez besoin de. Oui, bien sûr. J'avais une question subsidiaire. Est-ce que ça vous est arrivé de devoir faire des applications qui doivent fonctionner en extérieur? Et dans ce cas, comment vous faites? Parce qu'en termes de luminosité, on est un petit peu juste. Et comment vous gérez? Alors aujourd'hui, effectivement, on travaille aussi avec l'agro dans des serres, des choses comme ça. Donc on est vraiment sur des solutions un petit peu aujourd'hui qui sont un peu limites en termes de luminosité, effectivement. Donc pour les QR codes, les choses comme ça, c'est pas trop un problème parce qu'il suffit de positionner le QR code dans un endroit un peu sombre, si on est sur un chantier en extérieur. Et après, une fois qu'on a scanné et qu'on a déjà superposé pour Guide, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, ça va être la visibilité quand on a le soleil vraiment sur l'objet en lui-même, la visibilité des hologrammes par-dessus, qu'il faut donc prendre ça en amont, et sur la transparence des hologrammes, etc. Il ne faut pas forcément oublier non plus que la partie réalité virtuelle, le casque, c'est un média, mais une fois que le programme est développé, il peut se positionner, on peut le poser sur une tablette, on peut le poser sur autre chose. C'est pas la même utilisation, mais… Oui, après, on peut développer aussi bien sur HoloLens que sur tablette. Mais si on est, aujourd'hui, Guide, c'est vraiment que pour la partie HoloLens. Et après, effectivement, sur des applications sur mesure, on peut les mettre et les tablettes. Mais en tablette, on aura quand même… Ah, bah c'est sûr, non, mais on enlève certaines contraintes, mais on s'en rajoute d'autres de l'autre côté. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Exactement. J'ai effectivement eu des besoins en extérieur et à chaque fois, je suis un peu limité par la luminosité. Donc, j'ai pensé poser un film opacifiant. Je ne l'ai pas fait encore, mais je ne sais pas si… Alors, on a essayé, mais ce n'est pas très concluant aujourd'hui. D'accord. Donc, nous, en tant que partenaire Microsoft Réalité Mixte, on a remonté tout ça. Donc, ils sont conscients. Les autres modèles, les futurs modèles vont améliorer, mais pour l'instant, je dirais sur le marché, il n'y a que cette version-là où on peut ajouter des filtres, mais qui ne sont pas forcément satisfaisants à 100%. D'accord, merci. L'expérience. Et je vais vous pousser le portfolio là autour de Série là pour la machine outil si vous voulez. Ça marche. Merci. Frédéric, du coup, peut-être pour conclure? Non, pas de questions particulières. C'était très enrichissant et ça va permettre de déclencher des réflexions en interne sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Ouais, je pense qu'il y a matière à vous aussi pour jouer. Il y a diverses activités qu'on peut avoir en interne. Je pense qu'il va y avoir des discussions à faire avec Christophe, du coup. Donc, ça marche, super. Voilà. Super.
Ça marche, merci beaucoup. Alors, j'en profite vite fait, j'aime pas trop faire ça, mais j'en profite quand même parce que pour vous faire un peu de pub pour un de nos événements, qui n'est pas celui-là, et que je vais vous mettre dans le chat, mais parce que du coup, si vous êtes probablement pas inscrit, enfin, en tout cas, c'est qu'une question de minutes maintenant, je vous pousse un lien sur un événement qu'on a d'ici maintenant un petit mois, 3 semaines. Qui va être un événement B2B pour des rencontres. L'idée, c'est de mettre d'un côté les industriels qui ont exprimé des besoins, alors la plupart du temps dans leur plan de relance ou des besoins tout court qu'ils ont, côté industrie du futur, et de l'autre côté, des fournisseurs du territoire qui, eux, n'ont pas forcément eu leur lot d'exposition cette année avec le contexte de crise qu'on connaît. Donc, c'est un événement qu'on va faire sur toute une semaine, uniquement en virtuel. Vous prenez les rendez-vous quand vous avez des trous dans votre semaine du 7 au 11 décembre. Et comme ça, vous pouvez continuer votre business as usual, je dirais. Donc, voilà, chacun se libère quand il a le temps et puis prend les rendez-vous avec qui veut. Et voilà, enfin, c'est ça. Je dirais c'est une petite pierre à l'édifice sur cette année un peu particulière en termes d'échanges et sur la partie industrie du futur, quoi. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite vraiment à le faire. On a passé, je crois, la barre de la 115aine d'inscrits là ce matin, donc on a déjà du monde. Les rendez-vous s'organisent, donc voilà, n'hésitez pas. Écoute, il me reste maintenant, on va vous souhaiter à tous une bonne fin de journée, parce que c'est vendredi, je ne sais même pas trop quel temps il fait, c'est pas terrible aujourd'hui, en tout cas ici. Donc on va rester au bureau cet après-midi en télétravail. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, peut-être au prochain meet-up dans 15 jours. Voilà, écoutez, merci à tous, merci à nos intervenants. Merci Elodie, merci Grégory. Et puis merci à vous aussi d'avoir participé, d'avoir mis un peu de dynamisme dans ce meet-up. Voilà, merci à vous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.